Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Ah, y en a-tu des humoristes au Québec? Il y en a en maudit. Tu donnes un coup de pied d'une canisse, là, puis il y en a 25 qui sortent de là. Il y en a deux qui se démarquent, selon moi. Deux. Guy Nantel, qui fait de l'humour très politique. Il est tout seul quasiment à faire ça, un peu à la Yvon Deschamps. Et de l'autre, le fils spirituel d'une autre souche, les frères Brosse, Sol, Ding et Dong, puis ils ont couché ensemble, puis ils ont accouché d'André Sauvé. André Sauvé qui est aussi à part. Et je suis un fan fini d'André Sauvé. Je suis très content de l'avoir parce qu'il sort un livre qui va être disponible à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment à lire parce que c'est ses meilleurs monologues, des textes de ses meilleurs monologues avec des textes inédits puis tout ça. Puis André Sauvé, tu dis, c'est tellement brillant. Oui, ça, il faut que je l'écrive. Ça, c'est un bon flash, il faut que j'écrive ça puis tout ça. Et là, on a enfin les textes publiés des monologues d'André Sauvé. Il est avec nous. André, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, écoute, il y a tellement de choses que tu dis que j'adore dans tes monologues. Et tu dis, vouloir se connaître, c'est comme se mettre de la crème solaire. Il y a toujours un spot dans le dos qu'on n'arrivera jamais à rejoindre. Je trouve ça tellement brillant. Effectivement, il y a tout le temps. Qu'est-ce qui a fait qu'André Sauvé est devenu André Sauvé? Est-ce que tu as mis le doigt sur le spot dans le dos où tu ne pouvais pas mettre de crème solaire? Aïe. Mais ça, d'une part, une chance qu'il y a un petit bout qu'on ne rejoint jamais, ça serait plate si on faisait le tour. Tu sais. Mais d'ailleurs, c'est des thèmes que j'ai mis aussi dans le livre, parce que c'est une bonne question, tu me poses. Je me questionne beaucoup, moi, sur le chemin. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu à la place que tu occupes aujourd'hui, la place que j'occupe? Et c'est un paquet de choses, c'est un paquet de circonstances. J'ai un long numéro là-dessus qui s'appelle les aléas, les choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas prévues, qui font qu'on arrive où est-ce qu'on est. Mais il y a toujours une part de chance, une part aléatoire, une part qu'on a prévue aussi. Mais c'est un paquet d'affaires comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est complètement déterminante et que si elle ne s'était pas produite, qu'est-ce que ce serait arrivé? Cette rencontre-là, c'était pas produit. Et je pense là-dedans, notre job, c'est d'essayer d'être le plus prédisposé à ce que les choses arrivent et ce que nos antennes restent ouvertes. T'sais. Mais il serait fallu peu que je sois pas assis ici dans cette position-là aujourd'hui. Écoute, je suis fasciné, moi aussi. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est? Moi aussi, c'est une des questions qui me passionne. Et c'est ça, parce que tu aurais pu faire de l'humour un peu comme les autres. Ils parlent des relations de couple, ils parlent des relations hommes-femmes. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont là-dedans. Toi, quand tu as voulu faire de l'humour, est-ce que tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Ou non, c'était naturel de faire ce genre d'humour-là? Moi, c'est complètement naturel. Moi, il n'y a rien qui a été choisi rationnellement. Moi, ça a été naturellement. J'ai été découvert, comme j'ai dit souvent, par Jody, Yvon Deschamps et tout ça. Et c'était pas dans ma trajectoire. Fait que je me suis dit, je vais faire qu'est-ce que moi, ça me tente. J'ai rien à perdre. J'avais pas ça comme objectif. Fait que je pouvais pas perdre mon... Et forcément, moi, je suis pas capable de me travestir. Je suis pas capable de parler ou d'être intéressé par les sujets autres que ceux qui m'habitent. Fait que forcément, c'était la vie, soi-même, se connaître. Forcément, c'était ces sujets-là qui m'habitaient puis que j'allais parler. Ça, c'est sûr. Écoute, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, c'est David Lynch, parce que David Lynch nous dit « Le monde est étrange ». Quand on regarde ça, le monde est vraiment étrange. Et toi, tu dis dans un de tes monologues, quand on fait des liens entre les affaires, ça se tient. Mais quand tu prends les affaires séparées, c'est insensé puis ça se tient pas. Puis toi, c'est ça que tu veux nous montrer. On vit dans un monde qui est vraiment étrange, donc merveilleux aussi. Oui, mais en même temps, on m'a souvent qualifié d'une bébite, un alien, un ovni. Mais quand je fais mes spectacles, les gens viennent me voir après ou sur Facebook, mais ils me disent, mais moi aussi, je pense ça, moi aussi, je fais ça, mais c'est comme, on est une méchante gang de bêtises de bord, tu sais, je sais pas. On a tous ça, mais on dirait que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit tout haut ce qu'on rumine tout bas, j'ai l'impression. Parce que quand on vient me voir comme ça, c'est souvent sous le sou. Hey, moi avec, comme si on se cachait pour partager nos réflexions qui sont parfois irrationnelles ou sur la vie, nos questionnements, comme ça, c'était tabou. Les tabous, j'ai réalisé avec mes shows, les tabous sont pas ce qu'on pense. On pense tabou, on pense à la sexualité. C'est pas tabou pantoute, il y en a partout. T'sais. Ce qui est tabou, c'est nos réflexions internes qui fait « T'as coup, je suis pas comme les autres à penser ça. » Ça, c'est tabou. Ça, on le partage moins. Et mon rôle, ça a été peut-être juste
ça. J'ai juste fait ça de dire ces choses-là qui nous habitent. Puis et quand les gens me disent, je suis pas tout seul quand je vous entends, ben ça me fait ça moi aussi. Quand j'entends, je dis, je suis pas seul. Moi aussi, je pense que je suis tout seul à penser ça. Ça me réconforte moi aussi. Et c'est ça qui est le fun, parce que j'allais te voir en show et les gens dans la salle, c'est monsieur et madame tout le monde. Moi, j'aurais pensé à André Sauvé, c'est quand même, ça doit être des étudiants en philosophie qui vont aller le voir, là, avec un foulard autour du cou et tout ça. Non, c'est monsieur et madame tout le monde qui se posent les mêmes questions existentielles que toi. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que le public soit diversifié. J'ai autant des jeunes avec la casquette en arrière qu'une madame avec son petit foulard de soie dans le cou. Et ça me montre que ce point commun-là qui nous unit appartient à plein de générations. Parce que c'est la part humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et en même temps, ces questions-là, qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 75, ben, on se les pose peut-être avec une portée différente, mais on se les pose pareil. Et ça me fait vraiment plaisir que ça touche plein de monde. Toi, c'est quel genre d'humour que t'aimais lorsque t'étais jeune? Est-ce que t'étais un fan, justement, d'humour absurde, les frères Bras, Sol, Ding et Dong, ou pas du tout? Moi, j'ai grandi tout petit. Je me suis fait des émissions de Pop Citrouille quand j'étais petit. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était la gang, je pense que c'était Meunier qui écrivait là-dedans ou tout ça. Et je trouvais ça extrêmement... J'écoutais ça tout petit, puis mes frères plus vieux écoutaient ça aussi, puis on regardait à des places différentes, mais j'aimais ce twist-là pas normal qu'il prenait. Ça me plaisait beaucoup, ce côté absurde-là, parce que ça venait casser des moules. Et j'ai jamais été bien dans des moules. Donc, très jeune, moi, c'est cet humour-là qui me parlait, tu sais. Écoute, une des fois où j'ai le plus ri dans une salle devant un humoriste, c'est toi. Et vraiment, tu dis, tu vas acheter une planche. Puis dans une planche, il y a 2 bouts. C'est bien rare. Et ça n'existe pas, une planche rien qu'avec un bout. Il y a 2 bouts. Bon, tu pars de ça, c'est une observation totalement surréaliste. Et là, tu pars, toi, là. Ouais. Avec les bouts, puis tout ça, ça n'a pas de bout, puis les 2 bouts. Puis j'étais à terre en train de pleurer, là. Et comment... Tu te laisses aller, hein, c'est ça? Tu dis, je Oui, pense... complètement. Je me laisse aller, mais tout est écrit à la virgule, par exemple, pour moi. Tout est écrit. Je me laisse aller, mais je laisse ce délire-là aller, parce que autant j'ai des numéros qui font songer sur la vie et tout ça, mais autant j'ai besoin des numéros qui niaiseux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin des numéros qui sont impertinents. Et ce numéro-là dont tu fais référence, je parlais pendant 20 minutes comment construire une cabane à moineaux. Tu sais. Et ça, pour moi, l'impertinence est importante aussi. C'est important parce que tout ne se doit pas d'être profond à chaque fois. Mais en sachant que c'est ça qu'on fait, par exemple. Mais ces délires-là, je trouve ils sont très écrits. En même temps, et quand j'écris, je dis où je peux aller le plus loin possible avec juste un bout de planche. Tu sais. Je me mets une convaincre comme ça. Et là-dessus, j'ai chiré, là. C'est comme ça. Je m'en rappelle pas, ça durait 5-6 minutes sur une planche, là, tu sais. Mais j'aime ce délire-là. En même temps, c'est libérateur, ça fait du bien, tu sais. Et c'est dangereux de publier ces monologues parce que, écoute, le 50%, 60% de ton show, c'est toi, c'est la façon dont tu les dis, tes monologues. Mais donc, j'étais un peu dubitatif en disant, mais en les lisant, ça se tient. Le texte se tient tout seul. J'ai fait l'exercice et c'est pour ça qu'à chacun, j'ai écrit plein de nouveaux textes à chacun qui précèdent chacun des monologues pour montrer un peu leur genèse, mais pas juste dans le sens l'idée m'est venue quand je marchais sur la rue, pas dans anecdotique, mais dans le sens de d'où viennent ces idées-là, d'où viennent ces pensées-là, dans quel terreau j'ai saucé ma plume pour écrire tel numéro et parfois même de pousser. Je lisais un monologue, je disais j'ai encore à dire là-dessus, donc j'en profitais pour dire sur chacun des monologues. Et c'était un exercice périlleux pour moi parce que c'est un autre type d'écriture qu'écrit pour être lu et écrit pour être dit. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans l'intimité des réflexions de ce qui m'habite pour chacun d'eux. Et c'est ça que je partage avec le public dans ce livre-là. Écoute, André, moi, j'ai tout le temps l'impression qu'on sous-estime l'intelligence des gens. Tu sais, par exemple, à l'école, on fait lire des textes faciles aux jeunes alors qu'on pourrait leur faire lire des classiques. Puis ils sont capables, puis ils aiment ça quand on est exigeant. Toi, c'est ça que j'aime, c'est que tu sous-estimes pas les gens. Tu n'as pas besoin de leur parler de la vie de couple, puis les hommes, puis les femmes, puis tout ça. Puis là, tu t'élèves un peu le discours, puis tu dis, ils vont me suivre, ils sont capables d'aller là. Oui.
Moi, je me suis toujours dit, pour rejoindre le public, je me suis toujours dit, je vais faire 50% du chemin. Puis vous allez faire l'autre 50%. Mais en même temps, j'ai une promesse, je vais vous amener en quelque part. Je vais essayer je mets cette pression-là, vous ne me suivrez pas pour aller nulle part, mais vous allez faire je me dis, j'ai assez rushé pour les écrire, vous allez rusher pour les entendre. Je dis ça à la blague, mais dans le sens que c'est vrai que les gens me disent que c'est exigeant parce qu'il faut écouter tout ça, mais en même temps, je veux, moi, c'est ce que je veux comme spectateur. Je veux que quelqu'un m'amène en quelque part. Je déteste les gros films américains où ce qu'ils disent quasiment braillez, riez, ayez peur. Ça m'insulte. J'écoute pas ces films-là du tout parce que ça m'insulte. On m'infantilise, on me prémastique tout pour moi. Oui, mais tu te mets en danger, André, parce que d'un coup, les gens ne te suivent pas, mais dans un monologue. J'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur. À chaque fois, j'ai eu peur. À chacune des choses, j'allais un petit peu plus loin. Le dernier, j'allais plus loin parce qu'à la fin, on rit, mais moins. Ça porte plus sur une intimité, sur des réflexions plus dans la vie. Et j'avais peur de ça. À chaque fois, j'ai peur, mais il me faut cette crainte-là pour aller en avant. Et cette crainte-là, c'est ça qui fait qu'on est capté. Si tu vas au cirque, puis la personne qui marche sur le fil de fer, il fait ses pirouettes, mais il fait ses pirouettes, puis le fil est à 1,5 pied du sol. Ben, tu l'écouteras pas, tu ne regarderas pas. S'il fait ces belles pirouettes-là, mais il est à 50 pieds dans les arbres, tu vas être accroché à ton banc parce qu'il se met en péril. Et il faut, je pense, quand on va sur scène, il faut se mettre en péril. Un péril calculé, mais il faut se mettre en péril, tu sais. Mais la mauvaise nouvelle, t'es un funambule. J'aime bien l'idée là, du gars qui marche sur un fil, puis est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va pouvoir tenir cette idée-là, tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que tu songes peut-être à abandonner la scène. Pas abandonner la scène, abandonner cette formule-là. J'ai fait 3 one-man-shows, la formule one-man show, le décor, puis la tournée, puis on va partout, puis waka-wak. Ça, j'ai fait le tour de ça. J'ai fait le tour de cette forme-là. Mais en même temps, avec les nouveaux textes que j'ai écrits là-dedans, ça m'a fait réfléchir une nouvelle voie, VOIX, là, et VOIE aussi peut-être, une nouvelle façon de m'exprimer qui va demander une nouvelle enveloppe. Et j'ai des idées des fois d'un show plus intime, plus dépouillé, plus... je sais pas comment le décrire encore. Et je suis content de pas savoir le décrire parce que je veux créer cette forme-là, cette nouvelle forme-là. Il y avait des shows, des fois, j'écoutais anciens de Spalding Gray, qui est juste assis puis il parle. Oui, j'adore Spalding Gray. Il est assis puis il raconte sa vie. Exactement. Il y a une petite lampe, puis il raconte des anecdotes. Ces formes-là, maintenant, me parlent. Quand je dis dépouiller, c'est un peu à ça, je fais référence sans vouloir imiter, mais dans ces formes-là. Et c'est peut-être là que ça me tente d'aller avec les nouveaux textes que j'ai écrits. Ça m'a amené dans cette nouvelle place-là dans moi. Donc, c'est pas abandonner la scène, mais abandonner la scène de la façon que je l'ai fait jusqu'à maintenant, tu sais. Est-ce que c'est transmissible à la télévision, André Sauvé? Est-ce qu'il pourrait avoir un concept de show de télé autour d'André Sauvé? C'est-tu possible, ça? Est-ce quelque chose que tu as voulu faire? Ça se pourrait. J'ai eu plein de demandes, moi, de faire, par exemple, des entrevues. J'ai toujours refusé parce que je considère que la formule d'interview, c'est un métier, c'est une profession, c'est un art que je n'ai pas. Et on me dit, oui, on va te fournir, on a des recherchés. Je dis, c'est pas l'info, c'est la forme que il voulait que tu aies ton talk show? Oui, on m'en a offert souvent ça. J'ai tout le temps refusé. Si ça a à venir à la télé, j'ai l'impression que ça va devoir prendre une forme qui est autre que l'entrevue, qui est autre. Je sais pas quelle forme ça prendrait. J'y suis pas fermé, mais en autant que je me reconnaisse dans la manière. Mais ça, j'ai toujours tassé ça parce que je me considère pas un intervieweur, tu sais. Bon, alors, un message à Martin Matt, intervieweur, c'est un métier en soi. On ne peut pas s'improviser intervieweur. Message. André, tu vis dans les Hautes-Alpes, en France. Ça doit être absolument magnifique où tu vis. Ah oui. Oui. Moi, je vais avec mon copain là-bas. J'ai toujours dit souvent, je suis pas social, je suis un antisocial, j'ai un malaise social, je suis pas bien autour d'une table, donc j'ai besoin d'être reculé. Et les 2 derniers shows, moi, je les écris là-bas. Donc, on est vraiment reculé. On est un village, on est 15 habitants à temps plein dans le village, là. C'est pour dire qu'on est vraiment, et je travaille beaucoup dans le jardin et tout ça. Et je trouve que c'est, pour moi, pour parler de l'humain, il faut que je m'en éloigne. J'ai toujours comparé ça. Si on veut peindre une
montagne, on peut pas être dessus. Il faut que tu t'éloignes pour la peindre. Et je vois mieux l'humain quand je suis éloigné. Ça me permet d'entendre. Parce que, tu sais, des fois, des gens vont dire, je vais aller écrire à New York, à Paris. J'aime ça aller dans ces villes-là, tout ça, mais c'est pas un lieu pour écrire. Il y a ben trop d'ondes qui passent, on n'entend rien. Il faut du silence pour entendre ces choses-là qui sont l'humain. Pour moi, pas. Enfin, André, t'es le Fool on the Hill des Beatles. Tu sais, la tour de Fool on the Hill, le fou sur la montagne là, qui est connecté avec ce qui se passe en haut. Puis les gens disent, ah, il est fou ce gars-là, mais en même temps, c'est un sage, il y a quelque chose. T'es un peu ça de Fool on the Hill. C'est ça, je crois que les deux sont très proches, hein? Le fou et le sage sont très, très proches l'un de l'autre. C'est pas du temps que le sage a appris à nager dans l'eau dont le fou se noie, mais les deux nagent dans la même eau, tu sais. Mais moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de patauger puis garder les narines en dehors de l'eau. C'est ça que j'essaie de faire. Mais moi, je suis bien content que ce livre-là existe parce que j'allais voir tes shows avec un crayon en me disant, il y a tellement des phrases dont je veux me souvenir là-dedans, puis j'arrivais pas à tout noter. Donc, enfin, ça existe. Ça s'intitule Monologues et détours imprévisibles. Et je le dis, c'est pas seulement des monologues. Il y a des textes aussi inédits. Vous allez retrouver toute la brillance, tout le génie d'André Sauvé. Écoute, je t'aime beaucoup. Merci d'exister. Heureusement, il y a des gens comme toi. Puis j'ai bien hâte de voir ta prochaine mutation, André. Tout à fait. Je serai là pour le présenter. Merci, Richard. Salut, Hubert.